Alors, on se retrouve pour l'interview, première interview sur la chaîne YouTube. Et pour marquer le coup, nous allons interviewer une personne un petit peu particulière. Vous la connaissez sûrement pour sa voix dans des films, dans des séries, dans des animés, dans des jeux vidéo. Allez, laissez-moi vous présenter Pascal Chemin. Bonjour Pascal, comment ça va? Ça va bien. Bonjour Raphaël. Mais écoute, Bonjour. moi je suis très content d'être là pour cette interview. Moi je suis contente de vous accueillir tous En les ce deux. beau dimanche, et merci pour ton hospitalité, pour le temps que tu prends pour cette interview. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, on va commencer. Tu es une des voix iconiques du doublage français. En tout cas, moi Ouais. je trouve ça. Hein. Bon, c'est un peu le level est un peu haut. Non, non, oui, je fais du doublage et j'ai la chance de travailler et d'avoir prêté ma voix à des personnages super, voilà. En tout cas, qui peuvent être un peu parlants pour le public. Voilà. C'est vrai, mais enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, tu es une voix qui est vraiment qui m'a suivi beaucoup dans l'adolescence Tu veux dire que je suis vieille, c'est ça? Non, pas du tout. Mais au contraire, tu as un beau casting, une belle carrière dans la voix, Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Beaucoup de c'est chance. vrai. Okay. Ouais, je trouve. Non, mais c'est vrai. Ouais, j'ai passé des essais et j'ai été choisie pour des personnages qui sont assez sympas. Enfin, en tout cas, que j'ai eu beaucoup de plaisir à défendre. Et notamment ces personnages comme Annie dans l'Attaque des Titans. Justement si, j'en ai une peur bleue. Toi qui te fiches pas mal de mourir pour ta cause. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes ce que peut ressentir une jeune fille fragile comme moi. Ah oui. Shepard dans Shepard, Mass le Effect. commandant Shepard. Et... Ouais. Traynor, si vous faites rien, j'ai quelques heures devant moi. Ça vous dit de monter? Tu as aussi fait des films, on peut noter par exemple Rose Byrne. Ouais, alors je double, oui, il m'arrive de prêter ma voix à cette comédienne, essentiellement dans des comédies. C'est-à-dire dans Nos pires voisins, Mes meilleurs amis, Apprentis parents. Je crois qu'ils ont forcé la portière de la voiture et qu'ils ont volé les airbags. Drôle d'idée. Pourquoi forcer la portière et voler les Je airbags? sais rien, il faut signaler à la police. Effectivement, je la suis depuis une dizaine d'années, mais pas sur tous les films. Je ne suis pas. Il y a d'autres comédiennes qui la doublent. D'accord. Eh ben, écoute, tu vas nous raconter ça un petit peu sur ton parcours, comment Ouais. tu es arrivé jusqu'au doublage. Ouais. En gros résumé, en quelques mots. En résumé, moi j'ai une formation de comédienne. J'ai fait l'école de la rue Blanche. Et puis après, j'ai plutôt joué au théâtre. J'ai tourné un petit peu pour la télévision. Et puis un jour, alors que je travaillais sur une pièce de théâtre avec des comédiens qui faisaient tous du doublage, eh bien, leurs amis, directeurs de plateau, etc., sont venus les voir jouer. Et moi, j'étais la seule de la distribution à ne pas faire de doublage. Et donc, j'ai gentiment été invitée à assister à des plateaux. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai assisté, j'ai fait des ambiances, des petits rôles, des machins, et voilà. Et j'ai mis un pied dans le monde magnifique du doublage, comme ça, mais pas par choix, c'est-à-dire au début un peu par hasard, puis après, je pense qu'on y reste par choix. Parce que c'est extrêmement plaisant. En gros, c'était pas la voix que tu visais au début, mais c'est arrivé comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est comédien, on est comédien avec avec un éventail le plus large possible qui passe de la scène par la caméra, et aussi par la voix. Et moi, c'était un domaine que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai découvert ça et je m'y suis intéressée et voilà, et ça a continué comme ça. Quand même, ces métiers-là sont des métiers de rencontre. On rencontre des gens, on a une envie de travailler avec eux ou pas, etc. Et ça se fait un peu comme ça aussi beaucoup. Donc voilà, là, il y a eu des rencontres qui ont fait que je me suis avancée un petit peu plus sur la route des plateaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu les liens que tu as avec des personnages en particulier? Les liens que j'ai avec les personnages en particulier. D'abord, un personnage ne nous appartient pas, c'est-à-dire qu'on est choisi pour prêter notre voix à ce personnage, donc on va essayer de restituer
effectivement les sentiments du personnage dans l'action. On est appelé pour doubler un personnage, donc tout d'un coup on se met au service de ce personnage, dans l'histoire, dans les sentiments, dans l'action, etc. Donc c'est quelque chose d'immédiat. Et après, ce personnage, que ce soit dans un film ou que ce soit en jeu vidéo, etc., si on le suit un petit peu, par exemple pour Shepard, où quand même l'aventure dure sur une dizaine d'années, effectivement qu'on va avoir plaisir à retrouver les caractéristiques de ce personnage, etc. Et après, le lien se fait aussi par rapport à ce qu'on met de soi dans le personnage, mais en sachant que c'est toujours au service soit du jeu vidéo, soit du film, soit du dessin animé. On a quelque chose qui nous arrive, un sentiment, une situation, etc. Et avec l'aide du directeur artistique, nous, on va essayer de la restituer, mais ça passe aussi par des choses qui sont un tout petit peu personnelles, mais qu'on ne voit pas à l'écran, enfin, ou qu'on n'entend pas. Mais nous, on est obligé de se nourrir de ce qu'on voit et aussi de notre façon de le restituer. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Oh là là, c'est pas très clair là ce que je dis. Hein. Et après, les liens, une fois que tout ça est fait, une fois que c'est digéré, ben c'est les liens qui nous relient au personnage. C'est un peu les gens qu'on rencontre qui disent « Ah tiens, il y avait ci, il y avait ça, ça me rappelle, tiens, votre voix sur tel personnage, etc. » Et donc, oui, on peut se souvenir voilà, que ça a été une rencontre. Ce sont chaque fois des rencontres, voilà, ouais. C'est un métier de rencontre, en fait, c'est ça. Ben oui, puis quelquefois, on peut rater des rencontres avec les personnages qu'on a parce qu'on sent que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, qu'on a un petit peu plus de mal, etc. Mais ça, c'est le travail. Oui. C'est le travail. C'est aussi un feeling à avoir avec certains persos où on est plus à l'aise ou pas? Oui, il y a des personnages, on a l'impression, mais c'est juste une impression personnelle, hein, que peut-être qu'on est davantage dans l'énergie du personnage, enfin, ou que cette énergie est proche de nous, etc., qu'on a plus de facilité à la restituer. Mais quelquefois, les choses qui sont difficiles ne sont pas forcément des choses qui sont... des expériences qui sont ratées. Simplement, ça nous demande un travail un petit peu différent, peut-être d'aller vers vers des choses dont on a moins l'habitude. Par exemple, moi je fais souvent des personnages qui sont très très énergiques, qui sont assez autoritaires, et peut-être que d'aller vers quelqu'un d'un petit peu plus doux ou d'un petit peu plus... c'est pas quelque chose qui est forcément naturel pour moi. Or, pourtant, je peux avoir une forme de douceur, j'espère, hein, en tout cas. Mais voilà, donc là, je vais peut-être que je vais travailler l'approche un tout petit peu différemment, avec l'aide de mon DA. Donc voilà, je ne sais pas très bien comment expliquer. Un personnage, comment donner une voix à un personnage, ça se travaille, mais d'une façon instantanée, puisqu'on ne sait pas... c'est pas comme au théâtre où on répète pendant des mois. Là, il y a un truc, on voit la boucle, on fait une proposition et après on travaille là-dessus et puis on reste dessus. C'est un truc assez rapide quand même, un peu instinctif. Je me demandais aussi comment on est appelé à jouer telle ou telle voix. Est-ce que c'est un casting qu'on passe en particulier? Alors, en général, oui. En général, quand il y a un enregistrement qui se prépare, le directeur artistique, donc qui est choisi, doit faire une distribution et pour certains rôles, il y a des essais. Alors les essais se font en fonction c'est-à-dire que le directeur artistique, il connaît un certain nombre de comédiens et par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, il se dit tiens, telle personne pourrait
tout à fait prêter sa voix à ce personnage, etc. Donc il va choisir un certain nombre de comédiens ou de comédiennes et sur une scène ou plusieurs, il va faire passer, ou elle, parce qu'il y a aussi des DA femmes, faire passer des essais. Et après le client écoute ces essais et choisit l'une des voix et qui semble pour le client correspondre le mieux au personnage, c'est-à-dire qui rentre le plus dans l'énergie du personnage. Et voilà, donc en général, il y a des essais. Après, s'il n'y a pas d'essais, on peut aussi avoir l'habitude de doubler des comédiennes ou des comédiens. Et donc à ce moment-là, on est appelé en disant bah, « Tiens, tu as doublé un tel, etc. Ce comédien revient dans une série. Est-ce que tu es disponible pour le doubler ?» Voilà, donc c'est un peu les deux. C'est pas forcément sur essai. Mais pour un rôle important, souvent il peut y avoir des essais. Et tu as eu souvent des essais ou surtout des appels? Annie, c'était sur essai, Kirois, c'était sur essai. Tu bouges, tu es mort. Tu utilises ton haine, tu es mort. Tu essaies de parler, tu es mort. Shepard, c'était sur essai. Catherine Waterstone pour Les Animaux Fantastiques, c'était sur essai. Vous avez bien effacé sa mémoire au nom mage. Ou quoi? Au nom magique, les noms sorciers. Pour Star Wars, c'était sur essai. Je vous présente Zori. Zori, je te présente. Je vous retirer là, tout de suite. Je t'ai vu faire pire que ça. Pour moins que ça. Il y a peut-être moyen de parler. J'ai envie de voir ta cervelle dans la neige. Oui, en général, il y a des essais. Ou alors, pour des téléfilms aussi, le directeur ou la directrice artistique peut proposer des noms de comédiens et la chaîne valide ou pas la proposition qui est faite par le directeur artistique. Voilà. Mais souvent, il y a pour des personnages un petit peu conséquents, il y a des essais. Et du coup, tu parles de Catherine Waterston, justement, on va un petit peu aborder le sujet des films en live action. Ouais. Donc j'avais dit que tu étais une des voix récurrentes de Rosie Byrne. De Rose Byrne, ouais. Et du coup de Catherine Waterston. Est-ce que par exemple c'était un souhait de faire partie de l'univers d'Harry Potter en tant que comédienne? Alors, quand j'ai passé les essais, je ne savais pas que c'était pour Les Animaux Fantastiques. On peut être appelé sur des essais en disant, voilà, il y a... je fais passer des essais pour un rôle dans un long métrage ou dans une série de longs métrages, etc. Mais on ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'on est appelé. C'est à cause des fuites, par exemple, ou des leaks? Oui, ça peut être... mais de toute façon, peu importe. Moi, on m'appelle pour des essais, a priori, j'y vais. C'est pas parce que quelque chose semble avoir une plus grande reconnaissance que je vais y aller, alors qu'un plus petit film, si tant est qu'il y ait des petits films, je vais dire, ah ben non, j'y vais pas. C'est pas ça, c'est du travail, j'y vais. Et enfin, en tout cas, je vais passer les essais. C'est une chance de passer les essais. Et donc, je vais pas bouder cette chance-là. Donc, peu m'importe, entre guillemets, le produit, j'y vais pour faire mon métier. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est assez... alors, c'est peut-être purement égoïste, mais ouais, c'est assez... je sais pas, gratifiant, plaisant d'être appelé sur un film qui peut avoir potentiellement beaucoup de spectateurs, etc. C'est vrai qu'on se sent un peu... on s'est récompensé, quoi. On est content. Mais après, c'est pas forcément les choses qui paraissent pour les gens les plus emblématiques qui sont forcément soit les plus intéressantes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelquefois des films qui sont peut-être un petit peu plus confidentiels, ou des séries, ou enfin, je veux dire des produits, c'est pas très beau le mot produit, mais qui paraissent un tout petit peu plus confidentiels, mais qui sont aussi passionnants à doubler. Donc, tout est une question de personnage, et il y a des personnages qui sont fantastiques dans des produits qui sont moins connus du grand public.
Mais c'est vrai que c'est peut-être gratifiant, je sais pas, ça doit faire partie de l'ego du comédien d'être appelé pour des choses pour une chose qui aura un petit peu de visibilité. Mais c'est pas l'enjeu premier. Voilà, bien sûr que non, c'est pas l'enjeu premier. Heureusement. Après, il peut y avoir des personnages qui vont être sur un film qui aura une grande diffusion et qui est juste quelques scènes, mais que ces quelques scènes-là soient hyper intéressantes à faire, même si le personnage n'est pas présent du début à la fin du film. C'est pas très grave. Il faut qu'il y ait une épaisseur dans le personnage. C'est pas tellement des questions de durée à l'écran, c'est de matière à jouer. Oui, bien sûr, plus c'est amusant et plus Ouais. vous vous épanouissez en fait dans le métier. Ouais, mais en général, c'est toujours amusant. Enfin, il faut espérer qu'on fait ça. On s'amuse, hein, c'est un jeu. On est comédien, donc on joue. On joue, hein, donc il ne faut pas perdre ça de vue. Hein. Si je double une mère éplorée qui je sais pas, qui est confrontée à un problème avec ses enfants, un truc grave, etc., c'est que du jeu. C'est que du jeu. Mais simplement, faut que je donne l'impression d'y croire. Enfin, faut que le spectateur y croie. Donc à moi de donner les signes pour que le spectateur y croie. Mais ça reste du jeu. Et surtout, en fait, pouvoir faire ça, c'est aussi, relâcher plein d'émotions et s'amuser avec ça. Ouais, exactement. C'est pour ça que je suis pas encore folle, parce que je peux lâcher des émotions dans des vies parallèles. Donc ça va, ouais, c'est un rempart contre la folie. Non, je plaisante, mais non, mais c'est une chance tout d'un coup de même, je sais pas, de jouer quelqu'un d'absolument horrible ou avec, je sais pas, ou cruel ou sadique ou j'en sais rien. C'est peut-être une forme d'exutoire. C'est ça en fait. J'en sais rien. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est donner le truc pour que ça devienne une chose un peu crédible et réelle, alors que on est dans la cour de récré et on joue. Soit au docteur, soit à la maman, soit aux gendarmes et aux voleurs, soit à l'assassin. Donc il y a un truc. En fait, c'est toujours garder un peu son âme d'enfant, en quelque sorte. Ah bah oui, heureusement. Heureusement, oui. Ah oui, heureusement. Je ne suis pas... je ne suis ni Shepard, ni Kiroua. Non, ça va, je le sais bien. Mais par contre, je m'amuse à les jouer. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, en tout cas. Absolument. On parle de Kiroua, là, on va aborder un petit peu du coup les animés, qui est un gros point fort dans ta carrière. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai que je fais pas mal. J'ai eu la chance de travailler sur pas mal d'animés et c'est assez. C'est marrant. Au départ, c'était un genre que je connaissais pas vraiment. Moi, j'ai pas du tout été élevée avec les mangas et tout ça. Un petit peu avec le Club Dorothée et tout. Mais c'est pas vraiment. Ça fait pas partie des BD, si on peut mettre ça dans la catégorie des BD que je lis. C'est pas un univers qui est très familier pour moi, en tout cas dans ma vie privée. Et donc c'est assez marrant tout d'un coup d'être appelée pour ça. Je pense que en fait honnêtement je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement ça a pris assez rapidement, mais c'est assez plaisant parce que ce sont pas des choses qui sont caricaturales, mais ce sont des choses qui sont un tout petit peu plus que dans le live. Donc il y a des trucs d'énergie et tout ça qui sont assez que moi je trouve assez fortes à jouer. Il faut y aller. C'est vraiment une question d'énergie. Mais enfin, dans les lives aussi, il y a beaucoup d'énergie. Donc, je ne sais pas pourquoi ça s'est trouvé comme ça. Mais c'est vrai que je pense que le truc qui a un peu, pas tout déclenché, mais qui a été assez un point de départ, c'était Excel Saga. Pour enrayer... C'est quoi cette cordelette? Où vraiment c'était un personnage qui était bien déjanté. Et c'était, là ça a été
Mais vraiment un énorme kiff de le faire, parce que là, on réfléchit pas, quoi. On y va, on machin, c'est des trucs de rupture, de comédie, c'est vraiment comme ça, une espèce de mitraillette qui parle hyper vite, qui change de sentiments ou de trucs toutes les 3 secondes. Il y a vraiment des ruptures partout dans le texte et tout. Donc, c'est extrêmement jubilatoire à faire. Et voilà, peut-être que ça a libéré, enfin je ne sais pas, mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de mangas. Dans Hunter x Hunter, on voit souvent Kiro avec Gon. Ouais. Moi, ce que je me demandais, c'est comment ça se passe une session de doublage, du coup, quand il y a 2 personnages à l'écran. Alors. Et surtout en période Covid. Alors, de toute façon, ce qui est toujours plus intéressant, bien évidemment, c'est d'enregistrer avec son partenaire. Parce que, on se parle, là on est ensemble, on est dans la même pièce, même si le texte n'est pas écrit, hein, tout est improvisé, hein, je vous rassure. On se répond, il y a l'œil, etc. En doublage, c'est vrai que quand on est sur un plateau, c'est toujours beaucoup plus intéressant, je pense, et plus vivant et plus facile d'être avec son partenaire à la barre, d'enregistrer le texte qui est écrit, donc de le jouer, mais on sent quand même l'autre, il y a quand même la présence de l'autre à côté, donc il y a des choses, on n'est pas sur des rails, ça se fait dans l'immédiateté, mais c'est aussi un truc de jeu, c'est pas de l'improvisation puisqu'on a plein de codes, encore une fois le texte est écrit, le personnage, il faut quand même restituer l'émotion et le sentiment du personnage qui est à l'écran, donc on fait pas n'importe quoi bien évidemment, mais il y a quand même une chose qui est en interaction avec le comédien avec qui on travaille. En période de Covid, ça c'était pas possible puisqu'on était seul à la barre, donc après il faut imaginer. Et il faut que l'autre, enfin voilà, la réplique de son partenaire. Et ça, ce sont des techniques de travail donc, qui ont un petit peu évolué. Et puis, quelquefois aussi en dessin animé surtout. Alors je parle hors période Covid, on n'enregistre pas forcément avec ses partenaires, d'abord pour des questions techniques, parce que on enregistre sa voix sur une piste, comme ça c'est plus facilement mixable, et il y a des questions de planning aussi, on n'est pas forcément disponible au même moment avec le ou la comédienne avec qui on pourrait enregistrer. Quelquefois, ça va plus vite d'enregistrer seul, parce que le temps, c'est de l'argent. Et voilà, donc il y a pas mal de petites contraintes qui font qu'on n'enregistre pas toujours avec ses partenaires. Mais moi, j'ai un souvenir vraiment très très chouette d'une série live qui s'appelle Dead to Me. Jen, je serai réveillée toute la nuit. Si t'as envie d'appeler, on pourra ne pas dormir ensemble. Qui est donc l'histoire... c'est une amitié qui naît entre 2 femmes à la suite d'un incident. Alors on ne sait pas si elles deviennent amies accidentellement, si c'est volontaire, enfin bon, il y a tout... Mais la première saison, moi j'ai enregistré quasiment toutes mes scènes, mais oui, avec la comédienne qui faisait donc cette amie. C'est qui la comédienne ? C'est Marie-Laure Dougnac. Et vraiment, ça a été un bonheur... rare, mais vraiment, vraiment rare. C'était génial. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Et puis la 2e saison est arrivée et on a commencé à l'enregistrer quelques jours avant le début du confinement. Donc on a enregistré 1 ou 2 épisodes, je crois, où on était ensemble et puis il y a eu le confinement. Ça s'est arrêté et on a repris après le confinement. Où là, on n'a pas enregistré ensemble parce que pour des questions sanitaires, ça n'était plus possible. La série est géniale, le truc est génial, Marie-Laure est fantastique, bien sûr, mais je n'ai pas le même souvenir parce que le fait d'être ensemble, c'est un métier de troupe, c'est un métier de voilà, on est ensemble, on fait ensemble quelque chose, c'est pas un métier de solitaire, quoi. D'être seul à la barre, c'est vrai que, voilà, ça enlève quand même une partie, enfin, le plaisir n'est pas le même. Le plaisir n'est pas le même et voilà. Donc pour moi, les souvenirs que j'ai, par exemple, sur Dead to Me, où là c'est vraiment flagrant, ne sont pas les mêmes. Il
il y a autant d'envie de bien faire, parce que je trouve la série superbe, mais les sensations à la barre ne sont pas les mêmes. Sans son partenaire, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Il y a un gros vide en fait, c'est ça. Ouais, il y a un peu une nostalgie, il y a le fait de, bah oui, de se dire, tiens, avec Marie-Laure, c'était bien, ou même avec tous les autres partenaires. Mais là, tout d'un coup, on est un peu seul et on se sent, c'est un tout petit peu, je trouve ça un petit peu tristoun, quoi. Concernant Kiroa, qui est un petit garçon, et tu joues souvent des petits garçons, du coup, dans les animés. Pour lui particulièrement, c'était quoi ton approche par rapport à ce perso alors, c'est une approche exactement à peu près comme toutes les approches que je peux faire pour n'importe quel personnage. À savoir que quand j'arrive, alors que ce soit pour des essais ou pour travailler, je vais avoir le pitch à peu près de ce qui va se passer. On dit vaguement, etc. Donc le directeur artistique va me parler du personnage très rapidement, hein, avec quelques adjectifs qui en tout cas chez moi vont me parler. Je vois aussi physiquement à quoi ressemble le personnage, j'entends sa voix, bien évidemment. Donc toutes ces informations-là qu'on me donne, visuelles, auditives et puis on va dire explicatives avec des caractéristiques, des traits de caractère de ce personnage, moi je vais les intégrer et je vais essayer de restituer toutes ces informations uniquement avec ma voix. Enfin, uniquement avec ma voix. En fait, seule ma voix sera entendue par les spectateurs. Mais, donc voilà, donc je fais ça. Si on dit Kiroa, alors il a 12 ans, alors il est en skate, il est habillé d'une certaine façon, il vient d'une famille d'assassins, donc c'est une tête brûlée, en même temps il a une parole par rapport à l'amitié, il peut être un peu pudique sur des trucs d'amitié avec Gon, alors que c'est un fonceur, il est... bon, etc. Donc tout ça, moi je vais faire un mix dans ma tête et je vais essayer de faire une proposition de voix. Cette proposition de voix, elle va passer par tout ça, mais elle va aussi passer par mon corps, qui est que c'est un gamin, il est pas raide comme un piquet, il est plutôt machin, il est plutôt un peu badass, il est il a une espèce d'énergie et des traits de caractère où moi je vais donner un truc un peu volontaire, quelquefois un peu sadique, en tout cas quelqu'un qui est extrême, etc. Donc ça, je vais le restituer. Si je prends l'exemple avec Nathan, qui est dans Yokai Watch... Pourquoi tu as fait ça? Tu as complètement massacré ma BD. Pardonne-moi, Touron. Touron? Bon, tant pis, c'est pas grave. Finalement, je trouve que tes dessins sont rigolos. Qui est aussi un petit garçon, qui est un tout petit peu plus jeune que Kiroa. Alors oui, je vais évidemment que j'ai une voix d'enfant, entre guillemets, qui est quasiment, on va dire, tout le temps la même. Et là-dessus, je vais broder des petites choses et je vais en rajouter. C'est-à-dire que Nathan, il est un tout petit peu plus étonné. Il découvre plus la vie, il est moins dur que Kiroa, voilà, donc ces petits trucs-là. Et donc ça va donner de légères différences. Alors oui, globalement, en tout cas, c'est reconnaissable, mais son état d'esprit n'est pas le même. Et ça, il faut que j'arrive à le traduire dans la voix. Et aussi dans ma position, c'est-à-dire que autant Kiroa, je sais pas, il va être plus comme ça, enfin je sais pas comment, autant Nathan, il va être peut-être un peu plus étonné, donc je vais être un tout petit peu plus en arrière, etc. Et en fait, on a une colonne d'air là, et puisqu'on parle avec avec l'air qui part du ventre, du diaphragme, et qui ressort par la bouche, qui passe par le son, l'air qu'on propulse, il passe entre les cordes vocales. Donc ça, la position de mon corps, etc., fait que ça va changer légèrement la façon dont ma voix va sortir.
Voilà. Donc c'est à la fois comment et ça va être pareil pour Popertina dans Les Animaux Fantastiques. Je regarde le personnage, comment est-ce qu'il est, physiquement à l'écran, hein, et donc moi j'essaye de traduire sa position dans mon corps, et donc forcément quelque chose d'un tout petit peu différent va sortir en termes de voix. Donc c'est à la fois une fréquence vocale, je ne sais pas si ça se dit, et en même temps un truc physique. Et c'est la combinaison des deux, associée au qualificatif du personnage, à ses traits de caractère assez particuliers, voilà, qui font que je vais faire une proposition. Eh bien écoute, on va passer sur la section jeux vidéo cette fois-ci. Les méthodes dans les jeux vidéo, comparé aux animés et aux films pour les doublages, c'est assez différent. Ouais. C'est ça. Est-ce que de nos jours, ça a pu évoluer dans le bon sens? Mais je ne sais pas si le sens était mauvais. Hein. Ben, dans le sens où alors, il n'y a pas d'image, c'est ça? Alors, il n'y a pas d'image, mais on peut quand même voir son personnage. Ah bon? Oui, on peut le voir. Shepard, on ne pouvait pas le voir parce que Shepard, c'est le joueur qui crée son personnage. Oui. Voilà, il stylisait son personnage, etc. Machin. Par exemple, dans Apex, c'est pas le cas. Mais y du tien. Mais face à moi, c'est peine perdue. C'est-à-dire que le personnage existe et maintenant il y a des cinématiques, c'est-à-dire des choses que l'on peut doubler, qui sont comme des mini-séances, enfin des mini-scènes. Et donc là, pour doubler la cinématique, même si on n'est pas avec la technique du doublage, c'est-à-dire avec une barre, un texte écrit et qu'on doit lire en place par rapport à l'image, on voit quand même la cinématique, donc on voit son personnage. Donc pour Apex, tu voyais des cinématiques de Wes? Alors est-ce qu'il y a des cinématiques dans Apex ou pas? Il y a des bandes annonces où souvent on peut voir, mais le plus souvent non, c'est vrai. Mais par exemple, alors je sais plus, j'avais un Assassin's Creed peut-être? Après ce qu'elle a fait, je lui aurais tranché la gorge moi-même. Merci. Pour moi, pour Balagrae. Je n'aurais jamais osé demander autant. Assassin's Creed, ouais, j'ai vu quelques cinématiques. On peut voir son personnage, mais la grande différence, c'est qu'en fait, le texte est par fichier en jeu vidéo. Une fois qu'on enlève les cinématiques, le texte est par fichier, c'est-à-dire qu'on a des phrases qui sont écrites et on a un fichier son qu'on entend au casque de la voix, en général anglaise, je veux dire anglaise, de la voix en langue anglaise, de la voix originale. Et ces fichiers, soit il faut que le texte soit interprété avec une même durée, soit il n'y a pas de contrainte de temps, soit voilà. Donc il y a des contraintes comme ça de son. Mais sinon, on interprète par rapport juste à des fichiers. Et pas il n'y a pas une continuité dialoguée, en fait. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est quand même assez différent du doublage. C'est par exemple les dialogues par rapport au menu, par rapport à ce que va dire le perso quand il trouve tel ou tel objet, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai un personnage qui va dire n'importe quoi, rendez-vous à tel endroit pour continuer la quête, si des gens répondent oui, bien sûr, ou etc., moi, ça, je ne le vois pas. Je ne vois pas les réponses. Alors, on va me dire, ça répond à ci, ça répond à ça, etc. Mais moi, je n'ai pas cette continuité dialoguée-là. C'est le directeur artistique qui me dit quel est le contexte, comment ça se passe, etc. Alors, je l'entends aussi à l'audio. Si c'est hurler, si c'est machin, si c'est... il peut y avoir des... sur le côté des intentions de jeu qui sont marquées, mais moi, je ne vais pas avoir la continuité de la scène qui va être dialoguée. Il y a juste mes répliques, et puis voilà, puis on saute de réplique en réplique, comme ça, mais toujours avec le contexte et de l'action, et du jeu, et du sentiment du personnage.
Voilà. Mais le texte ne défile pas, c'est pas du tout la même... c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut imaginer. En fait, moi je trouve que le jeu vidéo, enfin pour moi en tout cas, évidemment tout ce que je dis, c'est pas une vérité vraie, ça n'est qu'un ressenti de tout. Un avis. Oui, oui. C'est qu'en fait, moi le fait que je vois moins d'images, le fait qu'il n'y ait pas forcément la continuité, etc. Moi, je rentre dans une bulle où où je m'imagine ce personnage, peut-être qu'il va être finalement assez différent. Ça laisse plus de place pour moi à l'imaginaire que quand j'ai une image et avec un texte qui défile sous l'image, un texte synchrone qui défile. C'est autre chose. C'est pas du tout. Même dans l'état, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que quand on est en synchro, on est à la fois sur le texte et sur l'œil du personnage qu'on double. Et là, on n'est pas sur l'œil, puisqu'a priori, hors les cinématiques, il n'y a pas d'image. Moi, je m'appuie sur autre chose, évidemment, que sur l'image, puisqu'il n'y en a pas. Donc, je m'appuie sur L'imagination. Ouais, sur l'imagination. Et du coup, c'est un travail que tu pas préfères faire, mais que tu... c'est différent. C'est différent. Totalement différent. C'est Oui. totalement différent. J'aime beaucoup enregistrer dans le noir, par exemple, quand je suis en jeu vidéo. C'est-à-dire que je suis dans ma cabine et j'aime pas que ma cabine soit éclairée. Alors, la cabine, en général, il y a une vitre, et de l'autre côté... Pas toujours, maintenant ça change un peu, mais de l'autre côté sont le DA et l'ingé son. Et si ma cabine est éclairée, j'ai l'impression qu'ils peuvent voir. Or, c'est ma tambouille, quoi. Je suis en train de faire ma tambouille. Donc, j'ai pas envie forcément qu'on voit comment je suis devant le micro, qu'est-ce que j'imagine. Je me souviens pour Mortal Kombat 10, je crois. Je faisais des petits personnages et je faisais une espèce de bête qui était sur l'épaule d'un personnage. Et pour ça, alors on m'avait montré une image, et pour ça j'avais, j'avais une position particulière ou un truc. J'ai pas envie qu'on le voit. C'est mon truc pour arriver à sortir un son. J'ai l'impression que si je suis regardée, ça me... Ouais, je comprends ça. Voilà, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Mais il y a peut-être d'autres comédiens qui fonctionnent différemment et que ça ne gêne pas. Quand on est à la barre ou quand on est devant un micro, il faut arriver à avoir confiance et ne pas se juger, essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe à côté pour être complètement dans ce qu'on fait. Et voilà, et moi, ça m'aide. Ça fait partie des choses qui m'aident. Voilà. Après, chacun fonctionne avec sa sensibilité et chacun fonctionne différemment. On parlait d'Apex Legends. Je voulais te poser une question par rapport aux mises à jour régulières qui se font sur le jeu, parce qu'il y a des nouvelles voix et des nouvelles répliques qui arrivent. Est-ce qu'on vous appelle pour les mises à jour ou on fait ça au préalable? Genre, on fait une boucle de... Enfin, on enregistre plein de voix. Non, quand il y a des extensions, des mises à jour, eh ben on enregistre les extensions, les mises à jour. C'est-à-dire à la suite. Non, mais c'est-à-dire qu'au départ, on ne peut pas savoir ce qu'il y aura comme... c'est quelque chose qui évolue, qui s'enrichit au fur et à mesure, et au fur et à mesure où ça s'enrichit, où il y a des personnages qui sont développés, etc., eh bien, les enregistrements se font au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'a pas enregistré Apex Legends de A à Z en une fois. Comme des épisodes. Il y a un nouvel épisode, on enregistre un nouvel épisode. En fait, je demandais ça par rapport quand je joue souvent, je joue souvent à Apex parce que je suis un gros joueur d'Apex. Ouais. Et d'ailleurs, je joue Apex la plupart du temps. Ouais. Quand il y a des mises à jour qui arrivent pour des événements, genre Noël ou quoi que ce soit d'autre, on entend souvent des nouvelles répliques pour tel ou tel personnage. Et c'est ça que je me demandais en jeu, c'est est-ce que les comédiens ils sont rappelés pour cette réplique-là ou bien ça peut arriver. Ah ouais. Pour une à 10 répliques comme ça. Ouais. À partir du moment où il y a du nouveau contenu qui sort à ce moment-là, il faut bien enregistrer ce nouveau contenu, que le volume soit de ça ou qu'il soit de ça. Un personnage qui arrive dans un épisode d'une série, il peut avoir un épisode où il est le guest de l'épisode, et puis la fois d'après, il aura 2 répliques.
il faut bien enregistrer les 2 répliques. S'il y a l'épisode de Noël qui sort pour Apex, eh ben, il faut faire cet épisode de Noël. Ouais, d'accord. Moi, en fait, j'imaginais pas ça comme ça, du coup. Je pensais que, vu que les développeurs, derrière, ils préparent ça à l'avance. Oui, on nous appelle pour... Les choses se font au fur et à mesure. Voilà, donc ouais. En fait, nous aussi, on enregistre avant parce qu'il faut que ce soit mixé, il faut que ce soit diffusé, enfin, il faut que, etc. Donc, s'il y a un truc qui sort, alors je vais dire des bêtises, hein, et c'est pas du tout par rapport à Apex ou autre chose, mais s'il y a quelque chose qui doit sortir le 15 du mois, je sais pas, le 15 avril, par exemple, peut-être que ce sera enregistré le 1er janvier ou entre le 1er janvier et le 15 janvier. Après, nous, on ne sait pas quand est-ce que ça sort. Alors après, il y a plus de temps, il y a moins de temps, ça se fait un peu au dernier moment ou pas au dernier moment, ou au contraire, c'est prévu en avance. Mais si tu veux quelque chose, je pense, qui va sortir le 15 avril et quelque chose qui sort le 15 juin, je pense, j'ai l'impression qu'il y aura une session d'enregistrement pour les trucs du 15 avril et puis un autre pour les trucs du 15 juin. Tu vois, et que tout ne se fait pas avant et après tout est distillé. Je n'ai pas l'impression que c'est ça. En même temps, moi, je ne suis pas joueuse et je ne coche pas les répliques que j'enregistre en disant « Ah tiens, celle-là, je pensais qu'elle devait sortir il y a 2 mois ou pas. » J'en sais rien. On me dit, effectivement, il y a des mises à jour, il y a des trucs. Voilà, mais c'était... Pareil, par exemple, pour le DLC de la Citadelle pour Mass Effect, typiquement, on est appelé pour le DLC de la Citadelle. C'est comme si c'était un épisode indépendant. Là, c'est différent parce que c'est une extension du jeu, du coup. Et oui, mais les répliques pour Noël ou les trucs comme ça, c'est pas une extension du jeu. C'est des mises à jour. Des mises à jour. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'on les a faites avant et puis qu'elles sont incluses dans le jeu après. Alors ça, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je m'occupe pas du tout de la suite, oui. Ouais, enfin, c'est pas du tout. Genre là, je suis absolument incompétente. Peut-être que là, j'ai dit plein de bêtises et que tout est fait avant et que eux après, ce sont voilà, c'est le client qui sort certains trucs, qu'il y en a d'autres. Alors là, ça, il faut voir plutôt avec les éditeurs. Les éditeurs du jeu, je pense. Et pour conclure la section jeux vidéo, ce serait une faute professionnelle de ne pas parler de Mass Effect. Donc, alors, moi personnellement, je suis pas affilié à Mass Effect parce que j'ai pas pu y jouer. J'ai pas eu la chance d'y jouer. Mais du coup, je vais te poser une question qui va être un petit peu globale. C'est quoi le souvenir que tu gardes, enfin le meilleur souvenir que tu gardes de Jane Shepard dans toute l'histoire de Mass Effect, quoi. Oh là là. Il y en a tellement, c'est ça ? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça peut être un gratin de souvenirs, hein, donc. Alors, je vais juste... oui, il y a plein de souvenirs de jeux, etc. Je vais juste dire un nom. C'est Luis de Oliveira, qui était le directeur artistique du jeu et qui est décédé. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, chaque fois que je pense à Mass Effect, j'ai une grosse pensée pour Luis. Ah, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Et après, il y a plein d'émotions, effectivement, dans Mass Effect. Mais c'était une belle aventure avec lui. Je dirais ça, mais je m'attendais à tout, mais pas à ça, quoi. Comme quoi, on a tous nos façons de vivre les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit une série, un film, etc., par rapport à un personnage, ça se fait aussi humainement avec des gens qui arrivent à nous diriger, qui arrivent à nous... Voilà, c'est un travail collectif avec d'autres personnes qui sont au son. Là, il y en a à l'image, il y en a au son, etc. Et bien, c'est pareil. Et ben, c'est une chose qui fait partie intégrante du travail, qui ne s'entend pas, qui ne se voit pas, enfin, qui ne se voit pas évidemment, ça, mais qui ne s'entend pas, mais voilà, ça fait partie de... C'est un travail d'équipe, tout ça. Et ben, je parle de l'équipe de Mass Effect et je pense à celui qui est parti et qui était le directeur artistique, un des directeurs artistiques, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais avec qui j'ai beaucoup travaillé. Dernière question pour conclure l'interview. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le métier de comédien de doublage est apprécié à sa juste valeur ?
Alors, je pense que les gens, après, ont conscience de ce métier, en tout cas, puisqu'il est quand même assez de plus en plus mis en lumière. Donc, ils en ont conscience, ils le connaissent. Je pense, enfin ils le connaissent, ils pensent le connaître. Après, ça n'est pas du tout, je pense que ça n'est pas du tout révélateur de la qualité du doublage, parce que de toute façon, depuis des années, avec des doubleurs, oh là là, je vais me faire engueuler, avec des comédiens qui ont fait du doublage précédemment, il y avait quand même des comédiens fantastiques, il y en a toujours, bien sûr. Donc il y a quelques grands noms que tout le monde connaît, ou en tout cas tout le monde, tous les gens qui peuvent écouter des versions françaises, voilà, ont un timbre de voix dans l'oreille, une voix qui leur est familière, qui a bercé leur enfance, etc. Donc il y a toujours, je pense qu'il y a toujours eu une grande qualité du travail autour du doublage en France. Maintenant, avec Internet, les réseaux sociaux, etc., on en parle plus. Ça ne veut pas dire qu'on en parle plus sur les réseaux, qu'on en parle bien. Peut-être que même moi, j'en parle très mal. Mais en tout cas, les gens qui ne connaissent pas le métier, qui peuvent l'apprécier parce qu'ils sont spectateurs, je trouve ça chouette qu'ils donnent leur avis, leur appréciation, qui n'est que personnelle, mais ça n'est pas forcément comme ça que les choses se passent. Moi, je suis très très étonnée de voir des gens dont ça n'est pas le métier et qui expliquent comment est-ce qu'il faut faire un casting, comment est-ce qu'il faut faire des essais, quels sont les... Bon, voilà. Ça me... Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que ta question, dire est-ce qu'on connaît bien le métier? Je ne sais pas. On le connaît, je ne sais pas si on le connaît bien. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, il est de plus en plus mis en lumière. Et la raison pour laquelle j'accepte qu'on se rencontre et tout, c'est pour parler du métier à travers mon prisme à moi, qui est minuscule, qui vaut rien du tout. C'est juste mon prisme à moi, c'est pas une vérité vraie, c'est pas, c'est mon ressenti par rapport à un métier que je pratique. C'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue et indéboulonnable et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Voilà, c'est juste mon avis, mais qui n'engage que moi. Après, je suis un peu étonnée que des gens puissent avoir un avis sur la façon dont ça fonctionne pour des gens qui ne sont pas à l'intérieur, parce que je pense que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Bien sûr. Donc c'est un petit peu étonnant. Par contre, qu'ils aient un avis sur la finalité du travail, est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur plaît pas, pourquoi ça ne les touche pas, pourquoi ça les touche, pourquoi ça c'est tout à fait normal. Oui, c'est intéressant de savoir l'avis du public parce que... Non, mais l'avis du public, moi quand je vais voir un film, j'ai aussi un avis, etc. Mais sur ce que je vois, je dis pas il aurait fallu faire... Enfin, ah oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. Donc, avoir un avis en disant ça j'apprécie, cette VF, elle me touche ou elle ne me touche pas, elle est... bon, ça, très bien. Après, comment est-ce qu'il faut faire et tel comédien aurait dû faire ci, tel DA aurait dû faire ça, etc. Je suis toujours un petit peu étonnée. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si on le connaît très très bien. Et ça n'est pas parce qu'on peut par goût de la VF et donc par amour de la VF, faire des choses entre guillemets en amateur, c'est super, on aime, on fait, mais le métier ne se passe pas comme ça. Parce que quand on fait, moi je vois plein de gens qui essayent, qui peuvent très bien, voilà, et qui font des propositions tout à fait intéressantes sur les réseaux sociaux. Quand je vois quelqu'un qui propose un truc sur une VF à partir d'une bande rythmo,
c'est bien, mais c'est pas comme ça que le métier fonctionne. Moi, je ne choisis pas mes personnages. C'est quelqu'un qui choisit de me mettre sur les essais ou pas. C'est pas moi qui choisis. Je vais pas dire oh, j'adore ce personnage, je vais faire ça. Ça marche pas comme ça. Donc déjà, voilà, c'est des petites choses dont les gens n'ont pas tout à fait conscience. Je sais pas si tu vois la différence. Si, je vois un petit peu. Dans l'imaginaire collectif, les gens pensent comme si, en se disant que ça va se passer comme ça, mais oui. C'est pas le cas. C'est pas tout à fait le cas. Alors après, c'est très bien de s'amuser, c'est très bien d'essayer, c'est très bien mais le métier ne se fait pas tout à fait comme ça. C'est comme si lors d'une convention, j'ai dit, ben, moi, j'ai une machine à café chez moi et je fais du bon café. Mais par contre, je ne suis pas un bar, donc je ne sers pas le café aux autres. Ça n'est pas mon métier de faire ça. Mais je peux faire du très bon café. Je fais un gâteau au chocolat. Mes invités, si je leur dis de venir, ils vont apprécier ce gâteau au chocolat. Maintenant, ce gâteau au chocolat, je ne le vends pas. Je ne suis pas pâtissière. C'est différent. Donc, je le fais pour mon plaisir, pour faire plaisir à des gens, parce que ça me... Voilà, je l'offre. Mais je n'ai pas la prétention que ce soit mon métier. Et, enfin... Voilà, c'est un petit peu la différence. Et je ne dirais pas à un pâtissier comment est-ce qu'il faut faire son gâteau au chocolat. Je peux dire ah, je trouve son gâteau au chocolat assez bon parce que ci, parce que ça, ou ah, celui-là je le trouve un peu moins bon, mais ça n'est que mon avis. Et si on pense que le métier marche comme ça, c'est qu'on n'a pas tout à fait compris comment le métier fonctionnait. On ne le sait pas trop, mais ce qui est normal, hein, parce que quand on n'est pas, quand c'est pas son métier, c'est normal de pas tout savoir. Hein. On en parle beaucoup, et moi je parle beaucoup aussi. Bon, ben écoute, je pense qu'on a entamé cette interview. En tout cas, merci beaucoup d'avoir. Merci à toi. Ça fait merci. Plaisir. Avant de se quitter, est-ce que je peux te demander une petite faveur? Est-ce que tu pourrais lancer une réplique de Apex Legends sur Waves? Alors, je sais pas si t'en as en tête là, mais la douleur, la mort. Rien ne t'arrête. Voilà. Mais surtout que la douleur et la mort ne vous arrêtent pas. Continuez. Ça fait bizarre d'entendre comme ça. Mais merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'interview. Avant de se quitter, je voudrais faire quelques remerciements spéciaux à des personnes en particulier. Tout d'abord, je voudrais remercier Louane Leroux pour m'avoir aidé à rédiger et écrire les questions pour l'interview. Je remercie aussi Enzo Fret pour m'avoir aidé à cadrer la vidéo. Je remercie aussi ma famille, à ma soeur qui m'a hébergé sur Paris, à mes parents qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé aussi pour les questions. Je remercie ma famille en général et je vous dis merci à vous tous d'avoir regardé l'interview. Et évidemment, je remercie 10 000 fois Pascal Chemin d'avoir accepté de faire une interview et d'avoir pris le temps de prendre un rendez-vous pour dimanche. Je te remercie vraiment beaucoup, c'était un super moment. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. Et avant de se quitter, il y a Waves qui voudrait vous passer un petit message. Abonnez-vous à la chaîne du Galérien et rendez-vous dans l'anneau.